C'est bon pour moi. Ok. Salut Mathieu de Londres. Salut Stéphane. Tiens, regarde, comme ça je montre, enfin tu peux pas voir, mais je montre aujourd'hui l'enceinte Bluetooth qui nous permet de nous entendre et de nous parler tout en permettant aux auditeurs de nous capter. J'espère qu'ils nous entendent correctement. Alors, Mathieu de Londres, tu as lu les commentaires sous la vidéo d'hier. Et tu as vu que j'avais raison. Synthétique cette fois-ci. Voilà, tu as vu que j'avais raison, qu'il faut aller droit au but, sinon on est immédiatement sanctionné. Et oui, la création de contenu sur les réseaux sociaux crée une forme de tyrannie du consommateur gratuit. Hein, ils ne payent rien, ils bénéficient d'un contenu gratuit, et moins ils payent, plus ils sont tyranniques. Alors, aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est un thème que tu as choisi, mais de toute façon qui m'intéresse énormément, ce sont les biais statistiques. Alors, je te fais une petite introduction avant de te laisser la parole et de ne plus t'interrompre. On remarquera d'ailleurs que... Pourquoi je suis mal cadré? Ça m'énerve aujourd'hui d'être mal cadré comme ça. Bon. On remarquera d'ailleurs que... je disais dans une vidéo pas si récente que cela, je disais que le public était paradoxal, puisque quand je coupais l'interlocuteur, on me reprochait de le couper, quand je le coupais pas, on disait que c'était trop long. Ben, c'est exactement ce qui s'est produit hier. Enfin bon. Donc, j'ai été confronté, étant passé, comme tu le sais, d'une carrière scientifique, enfin d'une formation scientifique à une formation en sciences sociales, c'est-à-dire d'un diplôme d'ingénieur à un diplôme de sociologie, j'étais confronté au traitement de l'information statistique par les sociologues. Qui en gros, la sociologie est un peu un exomonde, une exoplanète qui se considère ni comme des littéraires, enfin tu sais, si tu partitionnes le monde entre les littéraires et les scientifiques, les sociologues se situent ni dans l'un ni dans l'autre. Ils ne s'estiment pas littéraires, ils n'estiment pas avoir de vocation littéraire, mais pas non plus scientifique. Et donc ils se retrouvent à manier de la donnée quantitative, un petit peu comme une poule manie un couteau, c'est-à-dire sans le background scientifique permettant de vérifier plus ou moins la véracité d'une assertion, et en gobant un petit peu comme ça vient des statistiques dont je me souviens, j'avais formulé à Friedberg, le prof principal, qui était aussi le directeur du DEA à l'époque, le fait que peut-être on pourrait prendre, je ne sais pas, au moins un cours dans l'année, une demi-journée par an, au moins à essayer de comprendre comment avaient été faites ces stats et si on les validait en quelque sorte. Ce à quoi ils m'avaient dit que ce n'était pas leur métier, qu'étant ingénieur, si ça m'amusait, je pouvais le faire, mais qu'ils les prenaient pour argent comptant. Voilà un petit peu la communauté. Voilà un des postulats permettant de comprendre un peu la sphère mentale, la machine à penser de cette communauté qui estime ne pas avoir à vérifier les chiffres, comme si on essentialisait que les chiffres disaient la vérité et que les chiffres n'étaient pas le produit de calculs faits par des hommes qui ont toujours un but à démontrer quelque chose, évidemment. Allez, je ne t'interromps plus, à toi. Et juste pour rebondir sur ton introduction, justement, alors évidemment, moi je suis pas sociologue, mais je suis statisticien, et c'est vrai que voilà quoi, c'est triste de prendre les statistiques pour argent comptant, parce qu'il y a plein de choses à comprendre sur les statistiques, les biais, les probabilités conditionnelles dont je vais parler dans cette vidéo, la marge d'erreur. Le micro tape. Qui doit être critiqué. Mathieu, on va encore se faire emmerder, t'as du bruit sur le micro. Ok, je comprends pas d'où ça vient, je vais faire de mon mieux. Alors, pour aller droit au but, aujourd'hui on va parler des chiffres de la sécurité routière. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai vu, il y a 1 ou 2 ans de ça, une pub de la sécurité routière par le gouvernement, du coup, qui disait les hommes sont plus dangereux sur la route, c'était l'assertion, et ils essayaient de prouver ça avec une simple statistique, qui est que 75% des morts sur la route sont des hommes. Voilà. Et donc à partir de là, on conclut que les hommes sont plus dangereux. Et moi, quand j'avais lu ça, j'étais pas en test de statistique. Tu me fourniras l'ensemble de ces chiffres à mettre en post-prod. Hein. Le 75, oui, tu nous le sors pas au hasard. Hein.
tu as déjà l'image que tu pourras mettre en post-production avec le texte. Ok, donc aucun des chiffres qui suit n'est une hypothèse d'école, une approximation ou un chiffre pour l'exemple. On parle de chiffres sécurité routière. Ah non, c'est un chiffre sécurité routière officiel. Oui, je sais, mais je me permets de... Il a été calculé. Je me fais, puisque cette conversation est un faux dialogue, en fait, notre interlocuteur, c'est le public, je me fais l'avocat du diable en anticipant les remarques. Non, je sais. Donc à quiconque dirait ce 75, vous le sortez du chapeau, etc., je te donne l'occasion de leur répondre par anticipation. Exactement. Non, ils peuvent aller vérifier par eux-mêmes sur le site officiel de la sécurité routière, c'est un chiffre officiel. 75% des morts sur la route sont des hommes. Et bon, alors, je les crois. Maintenant, ce que je crois un peu moins, et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille il y a 2 ans, c'est de conclure à partir de ce chiffre que les hommes sont plus dangereux sur la route. Et ça m'était resté dans la tête pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où, à un moment, j'ai fait des recherches et j'ai compris qu'il y avait un biais statistique qui a été soigneusement occulté par ces campagnes et qui prouve en fait le contraire. Qu'est-ce qu'un biais statistique ? Ça m'a un peu énervé. Qu'est-ce qu'un biais statistique ? Qu'est-ce qu'un biais statistique ? C'est tout simplement une information statistique qu'on va occulter et qui va donner l'impression, qui va faire dire à des informations partielles sur des statistiques, qui va leur faire dire des choses qui sont en fait le contraire de la réalité. Donc c'est la non prise en compte, volontaire ou pas, on ne sait pas, d'un des paramètres de l'équation globale. Exactement. Alors évidemment c'est très dur parce que des paramètres, il y en a plein à considérer, mais au moins il faut critiquer. Comme par exemple, il faut constamment critiquer l'information. Comme par exemple le fameux 28% soi-disant d'inégalité salariale structurelle, rappelé par Marlène et ses consoeurs à longueur de chroniques dans les médias qui leur font porte ouverte, 28% qui se réduit à peau de chagrin, c'est-à-dire à la marge d'erreur, quand on prend en compte le fait que les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel. À temps partiel, qu'elles ne sont pas dans les mêmes secteurs. Qu'elles réclament moins d'augmentation, etc., etc., etc. Voilà. Ça, c'est un exemple de biais statistique, c'est-à-dire on ne prend pas en compte tous les paramètres de l'équation. Exactement. Et en fait, je suis content que tu évoques ce sujet-là parce que le biais statistique ici pour la sécurité routière, c'est à peu près le même. Et je vais l'expliquer. Alors juste pour l'image que tu vas mettre en post-prod, c'est assez rigolo ce qu'ils disent parce qu'on voit qu'on est quand même en France dans une campagne de propagande. Alors je lis le texte rapidement, enfin juste une partie. Nous pouvons renoncer, nous les femmes, ensemble au vieux jeu de rôle qui voudrait que les hommes soient conquérants et les femmes accommodantes. Refusons de nous accommoder, nous ferons la route plus sûre pour nous, pour eux, les hommes que nous aimons. Alors c'est gentil parce qu'elles disent, voilà, nous on aime les hommes, donc on veut oui, c'est toujours faire de la sentimentalité à marche forcée. C'est-à-dire que tout est un problème d'amour et tout est un problème de protection du foyer. C'est ça. C'est ça, exactement. Et ce qui est amusant, c'est qu'on va voir à la fin de la vidéo, justement, que, bah non, s'il y a plus de femmes qui roulent sur la route, statistiquement, attention, je dis bien statistiquement, et avec les données du problème que j'ai, on peut peut-être continuer de creuser le problème à la fin, mais statistiquement, je calcule 17% de plus de chances d'avoir des accidents sur la route. Alors maintenant, je vais expliquer d'où ça vient. Ça fera un bon titre de vidéo, ça. Alors... 17% de plus de morts en plus. Alors, je vais expliquer d'où ça vient. Donc, je reviens sur ce que dit la sécurité routière. Donc, les 75% de morts hommes sur la route, c'est vrai. On ne le remet pas en question. Le fait que parmi tous les conducteurs qui sont la cause d'accidents, il y ait plus d'hommes que de femmes, je ne sais plus là quel est le pourcentage, mais c'est vrai aussi. Maintenant, on va voir un truc très intéressant, et là en post-prod tu pourras mettre aussi l'autre lien que je t'ai envoyé. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui n'a pas été pris en compte, c'est le temps que les hommes passent sur la route comparativement aux femmes. Et c'est là que ça change tout. Il y a une étude, alors c'est bizarre parce qu'en France on n'a pas cette statistique sur le temps passé sur la route ou les kilomètres roulés par les hommes ou par les femmes, on l'a pas, je ne l'ai pas trouvé.
Peut-être que quelqu'un la trouvera et le mettra dans les commentaires. Mais en gros, aux États-Unis, eux, faire des stats sur tout, ça les dérange pas, même si c'est controversé. Et en gros, donc dans l'image que tu montreras, on verra que, oui, les hommes aux États-Unis, par exemple, causent 6 millions d'accidents, tandis que les femmes en causent à peu près 4,5 millions. Donc les hommes causent plus d'accidents. Seulement, à la fin, on explique que les hommes conduisent en tout 1730 milliards de miles par an, tandis que les femmes en conduisent 1070 milliards. Et du coup, le biais statistique ici, qui n'a pas été pris en compte par notre chère sécurité routière en gouvernement, c'est que pour voir qui est le plus à risque, il ne faut pas dire, voilà, il y a tant d'accidents, 75% sont causés par les hommes et 25% par les femmes. Il faut dire, si je suis un homme, combien d'hommes ont d'accidents et combien de les hommes va rouler de miles par an. Et en gros, quand on fait la bonne division, on arrive à ce chiffre. Pour les hommes, il y a 3,5 accidents tous les millions de miles. Et pour les femmes, il y a 4,1 accidents tous les millions de miles. Alors je me permets de le répéter parce que Attends, 2 secondes. Je me permets de le répéter parce que la communication, en dépit de nos efforts, je suis chez moi en Wi-Fi et je pense que tu es également chez toi en Wi-Fi. Le son est toujours imparfait. Tu es bien en Wi-Fi? Je suis bien en Wi-Fi. Bon, le son est toujours imparfait, donc je vais me permettre de répéter les derniers chiffres. Donc, sur la base des statistiques disponibles extensivement, je ne sais même pas si c'est français ce néologisme, enfin disponibles, des statistiques exhaustives américaines de l'année. Est-ce que tu connais l'année? Parce qu'il faut être précis sur ces questions-là. Tu connais l'année? Alors, malheureusement, non. Bon, alors d'une certaine année... Alors, 2017. Bon, alors, sur la base des statistiques accidentogènes routières 2017 chez nos cousins américains, tu arrives par une simple règle de 3 bien faite au résultat que l'homme est à l'origine de 3,5 accidents par million de miles. Exactement. Et la femme 4,1. Enfin, les femmes 4,1. Exactement. Voilà. Et ça s'appelle remettre dans l'équation, remettre au cœur du problème le paramètre le plus important. Il est malhonnête, pour ne pas dire manipulateur, de comparer des chiffres bruts d'accidentologie sans les rapporter au temps présent sur les routes et au nombre de kilomètres parcourus. Exactement. Exactement. Alors voilà, ça c'est un biais, c'est même pas un biais perceptif, c'est simplement une erreur de calcul, c'est occulter volontairement l'aspect le plus important de l'équation. Alors voilà, j'ai failli t'interrompre, je te laisse conclure. Et voilà, du coup, alors évidemment, ce biais-là, on l'a identifié, on le remet dans l'équation et on tombe sur des chiffres différents. Et du coup, ça nous donne exactement 17% de chance de plus, lorsqu'on est une femme, par kilomètre ou par mile, d'avoir un accident. Alors évidemment, pour ne pas affoler les femmes qui écouteraient cette vidéo... Non mais c'est bon, elles sont déjà affolées, hein. Ça fait longtemps qu'elles sont déjà affolées. Vu les commentaires que je reçois à chaque fois... On va réexpliquer ce que sont les statistiques. Les statistiques, ce sont des moyennes à la fin. Donc évidemment que si une femme a son permis de conduire depuis 15 ans, a pris cours de Formule 1 pour s'amuser et qu'elle conduit depuis 20 ans, évidemment qu'elle va être beaucoup plus safe qu'un homme qui a eu son permis il n'y a pas longtemps et qui n'a aucune expérience. Alors ce qui serait très intéressant, parce que je te sens patiner un peu dans la conclusion, donc je sens les auditeurs en train de s'énerver et de dire mais qui conclut, on n'en peut plus. Ce qui serait très intéressant, c'est d'aller dans le détail des circonstances de l'accident. Mon hypothèse, qui n'est qu'une hypothèse, mais validée par, en tout cas, une hypothèse conçue dans un bain de connaissances assez approfondi du logiciel hommes et femmes, je pense que les accidents ne sont pas créés dans les mêmes situations.
Je suppose, mais c'est à vérifier encore une fois, car tu me confirmes que les statistiques de l'accidentologie en France sont incomplètes, si j'ai bien compris. Donc, je parie, et je n'attends que d'avoir tort, démontrez-moi que j'ai tort, hein, si vous trouvez les statistiques, que ce soit en France ou aux États-Unis, je parie que les hommes sont plus impliqués dans des accidents de type refus de priorité, et de type, ça c'est pour la ville, et pour le périurbain et l'extra-urbain, dans des accidents de type perte de contrôle du véhicule pour vitesse excessive. Et je suis par contre persuadé que les femmes sont moins impliquées dans des pertes de contrôle pour vitesse excessive et plus dans des situations de chaos, en fait, c'est-à-dire de trafic extrêmement dense, de priorités complexes, de ronds-points complexes, d'incrocio, je ne sais plus comment parler français, bref, enfin, vous avez compris, quand les routes se croisent, complexes, ben, tu as tout à fait raison. de sens interdits mal signalés ou de nuit, de conditions changeantes de circulation type neige ou verglas ou brouillard non annoncé, parce que j'ai remarqué, hein, empiriquement vérifié sur simplement mes observations pendant 30... Je conduis depuis 10 ans. Je conduis depuis l'âge de 16 ans, conduite accompagnée, j'ai 39 ans, donc je conduis depuis 23 ans. Et j'ai constaté que les femmes avaient tendance, statistiquement, en moyenne, blablabla, précaution oratoire, à beaucoup moins modifier leur rythme de conduite et leur façon de conduire en fonction des éléments. C'est-à-dire une nappe de brouillard, ben on roule à la même vitesse, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, à la même vitesse. Vous le remarquerez notamment sur ceux qui habitent le nord ou l'est, sur des régions où la route est fréquemment humide, où il y a fréquemment du brouillard et des températures basses. Vous remarquerez que nappe de brouillard ou pas, il y a des conducteurs qui n'adaptent pas leur vitesse sous prétexte qu'ils pensent qu'étant toujours en deçà de la limite autorisée qui est de 110 ou de 130, ils sont safe. Alors qu'en réalité, tu devrais pouvoir, si tu es un conducteur aguerri, par condition de visibilité, avec un véhicule très bien entretenu et ayant fait des cours de perfectionnement et de pilotage sur circuit, tu devrais être autorisé sur autoroute avec personne devant et personne derrière à rouler à 160, 170 ou 180 sans aucun problème. Par contre, le bon sens devrait te faire ralentir par condition de faible visibilité, comme du brouillard par exemple, à, je sais pas moi, à 80, voire en dessous. Je me rappelle quand on rapportait ma voiture d'Allemagne avec Jean-Christophe il y a plus de 10 ans, Jean-Christophe que vous avez vu sur le vlog, là, cliquez dans le coin de l'écran pour nos aventures avec Jean-Christophe et Alexandre en voiture dans le vlog. Quand je rapportais mon auto d'Allemagne où je suis allé la chercher il y a 10 ans, nous sommes rentrés comme ça sur une autoroute qui alternait nappe de brouillard et pas nappe de brouillard. En Allemagne, la vitesse n'est pas limitée sur l'autoroute. Et on était à, mettons, je sais pas, entre 160 et 200 par bonne visibilité. Mais quand on traversait une vague de purée de pois, on se mettait à droite avec les anti-brouillards. Je me mettais à droite avec les anti-brouillards et on roulait à 70-80. Et parfois même moins parce qu'on n'y voyait vraiment rien. Et je me rappelle de cette femme, parce qu'on avait deviné, on avait vu que c'était une femme en Twingo. T'aimes bien les Twingo, toi, je crois, Mathieu. Je me rappellerai de cette femme en Twingo verte que l'on dépassait par bonne visibilité parce qu'elle devait être à, mettons, 120, 130, et qui nous redépassait dans les nappes de brouillard où on ne voyait pas à plus de 50 mètres devant soi. Et elle était toujours à 120, 130. C'est-à-dire que eût-elle eu, bref, je ne sais plus, sur sa route, à quelques dizaines de mètres devant elle, un obstacle, elle n'avait aucune chance, aucune possibilité de l'éviter. Mais elle devait se sentir en deçà de la limite. Anecdote personnelle. Eh bien, écoute, par rapport à ce que tu... Ben, je pense que ton intuition est bonne. Tu as dit que tu pensais que les femmes avaient une sorte d'inertie au volant et qui était qu'elles voulaient continuer à peu près ce qu'elles étaient en train de faire. J'ai jamais dit ça. Que du coup, elles avaient du mal à s'adapter.
J'ai jamais dit qu'elles avaient l'inertie au volant. J'ai dit qu'elles seraient... Non, que... J'ai pas répété, vous l'avez déjà entendu ce que j'ai dit. Oui, pardon. Donc par rapport à ce que tu as dit... Ne pas prêter aux autres des propos qui ne sont pas les leurs, c'est pénible ça quand même. Pardon. Donc par rapport à ce que tu as dit, je vais confirmer ton intuition en tout cas sur un article qu'on va mettre en post-prod aussi, qui est un article du Daily Mail et qui reprend une étude de l'Université de Michigan et qui arrive à cette petite conclusion qui disent que voilà, les femmes ont plus souvent d'accidents dans les jonctions que les hommes. Donc dès qu'elles vont faire un tour, en fait, elles ont plus souvent, elles se crachent un peu plus souvent que les hommes. Oui, mais ça s'explique. Enfin, ça, je suis sûr que ça s'explique par la capacité décisionnelle, c'est-à-dire la façon dont elles prennent leurs décisions, qui sont plus par une superposition de règles de priorité. Alors j'ai tendance à remarquer, étant un gros rouleur, enfin moi ces dernières années, que les hommes prenaient plus leurs décisions en fonction des stimuli et des actions des autres. C'est-à-dire que par exemple, l'eye contact au volant, c'est-à-dire la capacité à regarder ce que l'autre s'apprête à faire en cherchant non pas la règle, le panneau, mais non pas en regardant son véhicule, mais en regardant ses yeux. Parce que quand tu vois les yeux de quelqu'un, tu vois bien s'il s'apprête à tourner ou pas, à y aller ou pas, s'il est ou pas au téléphone, etc., etc. Eh bien, l'eye contact était quelque chose qui était sous-utilisé par l'ensemble de la population. Il y aurait déjà beaucoup moins d'accidents si on rappelait aux gens de regarder, de deviner l'intention des autres par le regard. Mais alors là, déjà que les hommes ne le font pas assez, les femmes ne le font quasiment jamais. Ouais, c'est difficile de deviner l'intention d'un véhicule si on regarde le capot, quoi. Oui, il y a une espèce de séquence causale où F, statistiquement, pense que éviter l'accident, c'est se conformer à un certain nombre de règles. Donc je suis certain, ou quasiment certain, en tout cas je parie que statistiquement il y a moins d'accidents liés à l'excès de vitesse, etc. car elles sont moins portées, enfin elles se sentent plus, elles ressentent plus l'inconfort et le stress d'enfreindre une règle, volontairement et consciemment. Par contre, cette absence de capacité à remettre en cause la règle va leur être néfaste quand à un moment le contexte devient compliqué et que la règle qui devrait prévaloir devient le bon sens et la décision. Par exemple, je me rappelle avoir à d'innombrables reprises remarqué que lorsqu'un véhicule d'urgence type police ou pompier met ses warnings et que la première personne a un feu, donc qui a le véhicule en warning, c'est-à-dire le véhicule d'urgence qu'il doit laisser passer par la règle, mais également par le bon sens élémentaire, il y a peut-être quelqu'un dedans qui a besoin de sang ou de premier secours, et bien quand le premier véhicule a un feu, donc qui se doit d'enfreindre la règle et de passer au rouge en se mettant sur le côté pour laisser passer le véhicule de secours, j'ai remarqué à d'innombrables reprises que quand ce premier véhicule était un homme ou quand c'était une femme, l'homme avait plus tendance et plus rapidement à enfreindre le feu rouge que la femme. J'ai remarqué notamment, quand j'habitais le 4e à Paris, vers le commissariat de police, là, au croisement du boulevard Sébastopol et du boulevard du Temple, je crois, je ne sais plus comment s'appelait cette rue, de Réaumur, pardon. Réaumur et Sébastopol. Je me rappelle de policiers derrière une femme au feu rouge, de pompiers, pardon, qui ont dû descendre et explicitement tambouriner à la fenêtre de la femme, qui était paniquée et qui refusait, alors qu'elle pouvait très bien franchir ce feu et se mettre sur le côté, qui refusait d'enfreindre le feu rouge. Parce que depuis 50 ans, elle n'avait jamais dû enfreindre un feu rouge. Il y avait quelqu'un dedans, derrière, qui était peut-être en nécessité impérieuse, vitale, de sang ou de soins. Et en fait, son logiciel buguait. Elle n'arrivait pas à enfreindre la règle du feu rouge. Je crois que tu avais raconté une anecdote similaire aussi avec... une expérience sur une très longue route de campagne avec énormément de visibilité, aucune voiture à l'horizon, il y avait un stop. Là, en général, toi, ce que tu fais quand tu vois un stop mais qu'il y a une très bonne visibilité, qu'il n'y a pas d'intersection, qu'il n'y a aucune voiture, c'est que le stop, tu roules un peu plus lentement et globalement, tu ne t'arrêtes pas. Et tu connaissais une femme qui, elle, systématiquement,
voulait s'arrêter au stop, même s'il n'y avait aucune raison de s'arrêter au stop. Oui, il y a un côté... psychologiquement, ça s'appelle un peu la psychologie du bon... Je me sens bien si je respecte la règle. Oui, c'est la psychologie du bon élève, en fait. C'est-à-dire, j'applique méticuleusement, sans les remettre en question et sans y réfléchir, un ensemble de règles pensées, conçues, écrites et enseignées par d'autres que moi, car cette autorité externe, à la fois autorisée et validée, m'a dit que c'était la clé de la sécurité et de celle de mes proches. Tu vois? Alors que l'homme va être plus enclin, a fortiori l'homme latin, car là on rajoute ensuite d'autres paramètres dans l'équation qui sont la géographie, la culture, l'âge, etc. Mais l'homme a fortiori latin va plus être tendance à, il suffit de conduire à Naples par exemple pour le comprendre, qui est un chaos et un enfer sur terre, va plus avoir tendance à prendre le signal comme une information et pas comme une injonction, et certainement pas comme un ordre. D'accord. Bon, bref. À savoir pour ceux qui voudraient rouler à Naples. Ah oui, non, faut pas traverser Naples en voiture. Hein, déjà, Rome, c'est compliqué, mais Naples, non, Naples, je vous le déconseille. Bon, Mathieu ou Michael, je sais plus, de Londres. Merci pour ces analyses qui te paraissent sans doute à toi, étant thésard en stats, c'est une règle de 3, c'est quelque chose qu'on apprend en CM2. Mais dis-toi bien que 90 ou 95% de la population est incapable de faire une règle de 3. Allez, je suis méchant, peut-être 80. Je pense que 80% de la population est incapable de contextualiser les chiffres comme nous l'avons fait aujourd'hui. C'est dommage parce que ça nous apprendrait à critiquer un peu mieux tout ce qui se passe autour de nous. Oui, mais justement, c'est pas dans le logiciel F de critiquer l'information et de remettre en cause le système. C'est pour ça qu'elles sont sous-représentées dans la dissidence et qu'elles sont sous-représentées dans tous les partis politiques type Frexit et compagnie. CF, mon analyse sur l'UPR. Merci Londres. Ici Rome. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bien, bon dimanche mesdames, bon dimanche mesdemoiselles, bon dimanche messieurs, c'est bien agréable d'arriver au dimanche pour se reposer, alors je vous souhaite un bon jour de repos.